Hello tout le monde, il est actuellement 8h17. C'est le dernier petit déj à l'appart avant de récupérer le camping-car. On le récupère à 14h à l'aéroport. Voilà, on va faire un petit tour en ville avant. Et après, on est parti pour rouler à gauche. oui. L'avion va finir gros. Mais non, on va finir en anglais. Et voilà, on est à Phoenix Park. Madame est allée chercher la meilleure photo qu'elle puisse faire de l'obélisque. Celui-ci même, qui est un obélisque qui parle et qui met en valeur les différentes victoires de l'Angleterre, notamment sur la France avec la bataille de Waterloo. C'était comment? Sympa, mais je suis pas restée longtemps. T'as pris des photos? Oui. Ah, les photos. Bank Campers, here we go! On a galéré pour trouver parce qu'ils nous avaient pas donné la bonne adresse, mais on s'en sort. C'est bon, enfin. Il est immense. Le driver. Et regardez-le, ce petit camping-car. Au final, je pensais qu'on allait avoir celui qui est là-bas, qui est assez petit, mais en fait, on en a un géant qui est encore plus grand que celui que j'avais pour mon tour d'Europe, même si c'était plus un van que j'avais. Et surtout, on a une soute ici, je vous montrerai à l'occasion, qui est vraiment grande. Voilà, je vous ferai un petit room tour tout à l'heure quand on sera parti. Mais en tout cas, on est bon, on a les clés et on a surtout le volant à droite. Donc là, ça va être le défi. Ça y est, c'est parti pour la van life. Attends, il y a une voiture carrément. Ouh là 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 là. Et en plus, il faut qu'on gère à gauche. Hein. À gauche. À gauche. Wow. Vincent est concentré au max. Circulation dense signalée devant. Bah tant mieux. Ouais, non mais c'est trop dur de switch le cerveau, genre. Doucement sur l'accélérateur, c'est pas une fait en fait. Ah, même peut-être. Mais je l'ai désactivé. Ah. Wouhou. J'attaque les mouettes. Peu cher. Par contre, on fait des blagues, mais j'ai des vrais réflexes. Et hop là, on est arrivé. Il fait un petit peu frais, mais nous sommes dans une localité assez jolie. Regardez le ciel, c'est beau. Qu'est-ce qu'il est beau le bousin. Et nous, on va tranquillement manger et profiter de notre première nuit à bord de... On lui a pas encore trouvé une, mais ça va arriver. Avec en prime des belles biquettes qui vont nous accompagner à faire baie pendant toute la nuit. Et bonjour à tous. On est en train de prendre le petit déj. Cette fois il n'y aura pas de biquettes. Mais il pleut. Il y a beaucoup de vent. On a bien sûr le petit café parce qu'il faut se réveiller quoi. Allez, c'est un peu de tourbière de chaque côté. Heureusement il y a un chemin qui est super bien fait pour les éviter. Et là-bas il y a une belle vue. Avec les biquettes qui sont juste là. Le chemin de Saint-Patrick. Attention, animaux. C'est mes copines. Ah ouais? Oui. Et juste en dessous là, normalement, il y a 2 gros lacs. On va aller voir. Ça va les copines? Je vais l'envoyer à mon daron. Et là-bas, il y a des tout petits. Il y a des bébés. Et on arrive au lac. Donc qui est un peu cloisonné. Il y a moyen que ce soit un barrage qui soit à l'intérieur d'une conduite d'eau qui passe à travers la montagne avec des turbines dans la montagne qui génèrent de l'électricité qui est transformée ici. C'est même certain. Bah voilà. Je crois que elle t'aime pas. Miam 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 miam. Elle est belle. Et on est
de retour au camping-car. Et nous revoici après avoir bougé pendant 10 minutes. Les directions, c'est quoi le site? Glendalough. Merci avec la prononciation. C'est qu'il y a un peu à l'arrache. Pour deux raisons. De 1, le parking était complet. Et de 2, pour les camping-cars, ça aurait été 25 €. Et on est dehors. Et on est des rats. Hop. Et on arrive dans les premières ruines. Niché au cœur des montagnes verdoyantes du comté de Wicklow, Glendalough, la vallée des deux lacs, est un lieu magique où l'histoire, spiritualité et nature se rencontrent. Fondé au VIe siècle par Saint Kevin, un ermite venu chercher la paix, ce vallon isolé est vite devenu un centre majeur de prière, d'études et d'accueil des pèlerins venus de toute l'Europe. Imaginez ces moines irlandais vêtus de robes de laine, copiant des manuscrits à la lueur des chandelles, tandis que la brume s'élève doucement sur les eaux paisibles du Upper Lake. Au fil des siècles, Glendalough a traversé tempêtes et invasions. Les Vikings, attirés par les trésors du monastère, ont mené plusieurs raids destructeurs sans jamais éteindre la ferveur spirituelle du lieu. Malgré les attaques et, plus tard, la réorganisation des pouvoirs religieux en Irlande, le site a su préserver son aura et son rôle de carrefour spirituel. Au XIIe siècle, Glendalough perd son autonomie, absorbée par le diocèse de Dublin, mais son prestige reste intact et continue d'attirer les foules. Parmi les traces émouvantes du passé, on découvre la Bed de Saint Kevin, une minuscule grotte creusée dans le roc, au-dessus du lac, où le saint se serait retiré pour méditer, entouré d'oiseaux et de biches. D'après la légende, il aurait prié si longtemps, les bras levés, qu'un merle serait venu pondre dans sa main, une scène souvent représentée par les artistes. Les ruines, disséminées dans la vallée, entre tours rondes, églises de pierre grise et tombeaux couverts de mousse, invitent à la contemplation. Les deux lacs de Glendalough, vestiges majestueux de l'ère glaciaire, sont le cœur battant de la vallée. L'Upper Lake, le plus profond des deux, atteint jusqu'à 30 mètres de profondeur, étalant ses reflets sombres au pied des montagnes boisées. Sa naissance remonte à la dernière période glaciaire, où d'immenses glaciers ont sculpté la vallée, puis creusé ce bassin naturel. Et on va pas faire le tour parce que le tour, c'est un peu trop long et un peu dangereux, mais oui. On va aller jusqu'à en face, où il y a un ancien village de mineurs. Entre les deux lacs, le Poulanas Waterfall déverse ses eaux vives, et la rivière a lentement façonné un cordon de sédiments scindant en deux de ce qui n'était auparavant qu'un seul lac. Tout autour, la nature règne en maître. Sentiers forestiers, tapis de bruyère, oiseaux, et silence seulement troublé par le vent ou les pas des marcheurs. C'est un lieu parfait, que l'on vienne flâner sur les chemins, pique-niquer au bord de l'eau, ou simplement contempler les montagnes qui se mirent dans les lacs. L'endroit reste étonnamment paisible, même lorsque les visiteurs affluent, chacun trouvant une part de tranquillité sur les berges sauvages. Et on arrive à la carrière qui est vraiment au bout de la vallée, avec une cascade que vous voyez au centre de l'écran. De toute façon, toi, tu rentres à la nage? Non. Allez. À l'extrémité de la vallée se trouvait également un village de mineurs, aujourd'hui en ruine et à demi englouti par la végétation. Au XIXe siècle, ce hameau vivait au rythme de l'extraction du plomb et du zinc, activités qui ont attiré de nombreux travailleurs venus de toute l'Irlande. Village des mineurs. Les gens étaient là et travaillaient à casser du caillou. Ça va, tu t'en sors. Bien joué. Les anciens bâtiments, vestiges de cette ère industrielle, contrastent avec la spiritualité du site monastique. Parcourir ces ruines, c'est changer brusquement d'époque. D'un univers de silence et de nature, on bascule dans celui plus rugueux et parfois tragique de la vie ouvrière du Wicklow d'autrefois. Oh, des villes de mineurs. Entre les lacs, les promenades et cette mémoire minière, Glendalough révèle 1000 facettes, sauvages, spirituelles, laborieuses, toujours fascinantes. On a bougé pour aller au lac Guinness, qui a la couleur de la Guinness. Et je goûte du fromage irlandais, et franchement, il est pas ouf. C'est vrai, c'est pas bon. Bah, c'est du cheddar, quoi. Ouais. Wicklow Mountain National Park, plus grand parc national d'Irlande, s'étend sur près de 23 000 hectares de paysages sauvages. Tu m'entends ? Ici, des plateaux balayés par le vent alternent avec des vallées boisées, des tourbières épaisses et des lacs aux eaux sombres. Dominant l'horizon, l'Agnakelia, le plus haut sommet du massif à 925 mètres. C'est pas beaucoup pour des Grenoblois.
mais aussi des pics emblématiques comme Muliagneknop ou Kimpur. Et je parle pas trop l'irlandais. Chacun offrant des panoramas spectaculaires. Depuis ce matin, on fait que des randonnées où il y a des moutons. Dinguerie. Et je passe ma vie à les prendre en photo, c'est trop drôle. On est à Ballina Story. Ouais, mais c'est pas pour les piétons, ça, c'est en vélo. Direction une forêt tellement dense en arbres qu'elle obscurcit toute trace d'herbe, toute trace de lumière. Mais c'est pas grave. Faut courir. Et comme ça on saute. Allez, cours. Wouhou. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être bricolage. Parce qu'on avait un problème de toilette qui se s'ouvrait plus, mais ça a été résolu en réparant la crémaillère. Et on n'a pas les embouts pour l'eau. Donc je remplis à l'ancienne un bon vieux box. Pas évident, mais ça fonctionne. Bon, on va pas se mentir, c'est lent. Accélération. Alors, ça fait quoi de rouler à gauche? Bah écoute, je me suis habitué. Ah ouais? Et donc au final, c'est de moins en moins bizarre. Même les ronds-points? Même les ronds-points. Et on a enfin trouvé un spot pour se garer. Oui, sans gêner. Sans gêner. Et on est arrivé, c'est le logo de la ville. Allez, Bécusson. Kilkenny. Kilkenny. On s'y rend à pied, on a 10 minutes, un quart d'heure de marche pour visiter cette belle ville. On arrive par le parc. Il y a des bonnes pentes. Et c'est magnifique. Le château de Kilkenny, emblème de la ville du même nom, s'impose depuis plus de 8 siècles comme l'un des joyaux architecturaux et historiques de l'Irlande. Sa première incarnation, une simple fortification de bois, est érigée en 1172 par Strongbow, chef anglo-normand venu conquérir l'Irlande médiévale. Très rapidement, l'édifice est transformé en une puissante bâtisse de pierre dont les travaux supervisés par le comte Pembroke, William Marshall, dureront près de 60 ans. On obtient alors un vaste château carré, flanqué de 4 tours rondes, dont 3 subsistent aujourd'hui. Lieu stratégique surveillant un passage clé de la rivière Nour, Kilkenny Castle sera le théâtre de multiples assauts. La forteresse a aussi traversé la guerre des Deux Roses et la guerre d'indépendance irlandaise, restant toujours au cœur de l'histoire nationale. Kilkenny, surnommée la ville de marbre, pour la couleur sombre de son calcaire local, incarne à elle seule le charme et la profondeur de l'histoire irlandaise. Fondée au VIe siècle par Saint Canice autour d'un monastère, la ville s'est rapidement imposée comme un centre religieux, bientôt renforcé par l'arrivée des Normands au XIIe siècle. C'est ici qu'en 1366 sont votées les célèbres statuts de Kilkenny, loi destinée à séparer les colons anglo-normands des Irlandais et à préserver la culture anglaise sur l'île. Au XVIIe siècle, la cité joue un rôle clé pendant la guerre des Trois Royaumes et en devenant le siège de la Confédération catholique d'Irlande, le fameux Parlement de Kilkenny qui tâchera un temps d'unifier l'Irlande contre Cromwell. Avec les 2 tours, ça fait un peu dent de Dracula. Et on se rend à la dernière église cathédrale. La cathédrale Saint-Canice de Kilkenny domine la ville de son allure gothique depuis le XIIIe siècle, érigée sur l'emplacement d'un monastère celtique fondé par Saint Canice au VIe siècle. Ce site a plus de 800 ans de prières ininterrompues, tissant un lien unique entre spiritualité médiévale et le cœur battant de Kilkenny. L'intérieur de la cathédrale impressionne par sa nef de près de 70 mètres, illuminée de vitraux colorés dont certains sont signés du célèbre verrier Harry Clarke. Tandis que les tombes racontent l'histoire des comtes, chevaliers et familles puissantes de la région. Et ça y est, nous sommes arrivés à côté de Cork, à Cobb, juste à côté de là où le Titanic a pris la mer juste avant de se prendre un iceberg. Et on a un spot vraiment beau, regardez. Le camping-car est juste là. On s'est mis un peu à l'écart parce que de toute façon, on n'a pas énormément de fenêtres sur ce camping-car. Et on est arrivé pile avant la tombée de la nuit. Avec le bruit des vagues. Encore des gens qui se baignaient, mais ces gens sont en train de partir.
C'est super beau. Un peu frisqué, mais... Enfin bref, nous on va manger, on va se poser, et demain on va faire Cobb, Cork, et on va parler Titanic. Hop. Ah. Aizou, la poubelle, tu rentres à l'intérieur. On appuie sur le bouton. Et on est bon. Et regardez-moi, c'est de bon matin. Avec très tôt des jeunes et des moins jeunes qui viennent se baigner. Et aujourd'hui, c'est grand soleil, en tout cas pour l'instant. Et direction Corb. Cobb. Moi et les noms de ville, ça commence toujours bien. Cobb, c'est très charmant, très pentu aussi. Mais c'est plein de petites maisons comme celle-ci qui sont adossées le long de la colline. Tu prends la dose de vitamine D. Ah ouais, C'est le sud. c'est le sud. La Côte d'Azur. L'histoire du Titanic commence à Belfast, en Irlande du Nord, où ce paquebot légendaire est construit dans les immenses chantiers navals d'Arland and Wolff. Plus de 15 000 ouvriers irlandais travaillent à édifier ce qui deviendra le plus grand navire du monde, symbole d'opulence, d'ambition et de prouesse technique au début du XXe siècle. Le 2 avril 1912, le Titanic quitte définitivement Belfast pour effectuer des essais en mer avant de rejoindre Southampton, en Angleterre, d'où partira son voyage inaugural. Le 10 avril, le paquebot quitte Southampton pour New York, marqué par des escales à Cherbourg en France puis à Cobb où nous sommes, près de Cork en Irlande. Le 11 avril 1912, le Titanic quitte pour la dernière fois les côtes irlandaises, emmenant avec lui près de 2200 passagers et membres d'équipage fascinés par cette traversée transatlantique à bord d'un palace flottant. On est allé là juste pour voir le bateau. Et il est méga big. Il doit y avoir au moins 2000-3000 personnes là-dedans. Ouais, facile. On se sent vraiment tout petit à côté. Mais dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic heurte un iceberg dans l'Atlantique Nord. Moins de 3 heures plus tard, le navire sombre, emportant avec lui plus de 1500 vies. Les Irlandais aiment à rappeler, avec un sourire, que le Titanic allait parfaitement bien lorsqu'il a quitté Belfast. Une formule qui résume la fierté et le souvenir, intact, d'une aventure humaine et technique sans précédent. Nous entrons maintenant dans la cathédrale Saint-Colman de Cobb. Monument emblématique surplombant le port, elle incarne l'ambition et la fierté des Irlandais du 19e siècle. Sa construction débute en 1868, à l'époque où Cobb voit chaque année des milliers d'émigrants quitter l'Irlande pour l'Amérique, ce qui motive la création d'un édifice suffisamment vaste et majestueux pour accompagner ces départs. Après un petit saut dans le temps, on est à Cork cette fois-ci, donc la deuxième plus grosse ville de République d'Irlande. Donc on a réussi à se garer et on est parti pour une demi-heure de marche pour le centre-ville qui va nous prendre toute l'après-midi, même s'il est déjà 4 heures de l'après-midi. Oui, parce que j'ai fait une petite sieste. Marchons, marchons. Cork, souvent surnommée la ville rebelle, incarne l'histoire mouvementée et l'énergie créative du sud de l'Irlande. Fondée au VIe siècle autour d'un monastère établi par Saint Finbarr, la ville doit son nom à l'irlandais Corcaig, qui signifie lieu marécageux. Au IXe siècle, les Vikings s'installent à Cork et transforment la bourgade du port commercial prospère. Leur présence s'ajoute à celle du monastère, chacun profitant de l'autre. Les moines bénéficient des biens importés et d'une protection militaire, les Scandinaves du dynamisme économique local. Au XVIIIe siècle, Cork connaît un âge d'or, le commerce transatlantique et le port attirent fortune et artisans. La ville se développe rapidement. Et voici l'avenue Saint-Patrick. Cork, définitivement pas ouf. Cette prospérité est brutalement interrompue par la Grande Famine de 1845 à 1852. Cork perd alors une grande partie de sa population, partie chercher un avenir meilleur, surtout vers l'Amérique. Symbole de la résistance irlandaise, elle fut au cœur des luttes pour l'indépendance. Deux de ses maires deviendront des martyrs de la cause irlandaise, l'un assassiné par les forces britanniques, l'autre mort après une grève de la faim. Un truc, il faut savoir qu'en Irlande, les routes, c'est très serré. C'est très simple pour circuler. Non. Je vois aucun problème. Non, c'est hyper serré. À chaque fois, je suis là, je me tiens au siège
Et ce mec là, cet homme capable, il arrive à gérer le camping-car dans des routes étroites et à se garer en créneau. Je crois que je vais pas conduire de tout le voyage parce que là, Il y a une sacrée maîtrise. Je maîtrise pas le véhicule, quoi. Hop là, on est en train de faire à manger. Du bœuf, des pâtes, devant la mer Celtique. Madame qui flippe quand je conduis. Et elle est pas belle cette vue. J'ai faim. Puis et nous voici au sud de l'Irlande. On a continué un petit peu. On est à la frontière entre l'océan Atlantique et la... alors qu'on voit le camping-car ici, et la mer Celtique. On va m'expliquer pourquoi on est les seuls en pull et tous ils sont en maillot de bain en train de se baigner, genre il fait 20 degrés. Voilà, il n'y a plus qu'à sauter. Perso, j'y vais pas. Non, non plus. On a même le droit à des bébés moules. On va pas les manger celles-là. Il y en a partout. Eh bien bonjour à tous, on est arrivé à notre spot sans problème. Et au petit matin, mais qu'est-ce qui se prépare? Un triathlon. Voilà, on est juste à côté du départ du triathlon. On est arrivé là par hasard. Et du coup on y va. Coucou. Oui, j'ai fermé la poubelle, elle est en sauce. Par contre, mort de rire, il y a un triathlon. Et on a été réveillés dès 7h du matin. En fait, on a dormi là où il y avait le triathlon. Voilà, très sympa. Et en plus, on est un peu coincé. Elle doit faire 10 degrés l'eau. Ils vont se baigner, genre. Allez, c'est la mise en place. Les bonnes roses. Puis là, il y a tous les commissaires. Allez, prenez l'eau. Nous, on reste au chaud. Ouais. Même pas, ils font des temps d'attente. Hein. Ils y vont direct. C'est parti. Jusqu'à la bouée. Jusque-là. Il a boué. Oh, le chien va sauter. Ils sont tous là-bas. On dirait des mouettes. Les premiers qui reviennent, ils ont creusé l'écart. Allez, ça prend le vélo. Voilà. On déjeune avec une jolie vue sur l'océan, ça y est, on la rejoint. Avec une vache totalement déserte et toutes ses copines qui sont là. Et nous sommes partis. Alors, j'ai regardé, on est à Mizenhead. Ouais, ce camping-car est énorme. Le nôtre est grand, mais il y a pire. Ah ouais, avec des voitures. Et là, on va à direction des belles falaises. Et il y a un grand parking, ce qui fait très très plaisir. Et des toilettes. Les petits du bois.
Mizen Head, promontoire spectaculaire battu par l'Atlantique, marque l'extrémité sud-ouest de l'Irlande, au bout de la péninsule de Mizen, dans le comté de Cork. Souvent cité comme le point le plus au sud du pays, même si ce titre revient en réalité à Brown Head, situé un peu plus à l'est, Mizen Head fut longtemps un repère symbolique pour les marins et un jalon des grandes mesures géographiques irlandaises, la longueur du pays étant traditionnellement mesurée de Malin Head à Mizen Head. L'endroit est célèbre pour ses falaises vertigineuses, ses vents puissants et sa vue panoramique sur l'océan. Les sensations sont décuplées à la traversée du pont arqué du Mizen. Véritable prouesse d'ingénierie qui enjambe une faille impressionnante menant au Signal Station. Ce poste de signalisation, construit pour veiller à la sécurité maritime sur les routes transatlantiques, fut le premier à recevoir un radiophare en Irlande. Elles sont où les baleines? Il existe. Les baleines? Oui. Je crois qu'une blague. Pour accéder à la station, il faut descendre les 99 steps, traverser le pont, puis explorer les plateformes d'observation suspendues au-dessus des vagues. Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve à Glendarif pour aller sur l'île où il y a des phoques, parce que madame veut voir des phoques, Oui. en espérant qu'ils ne soient pas tous partis. On va prendre un bateau. Attends, je vais dehors. Il y a un chat. Le petit chat. Garinish Island, ou Innacoolin, est né du rêve d'un homme, John Annan Bryce. En 1910, il achète cette petite île rocheuse de la baie de Bantry, au sud de l'Irlande, avec une ambition folle, en faire un jardin d'exception. Pour cela, il fait appel à Harold Peto, paysagiste vedette de l'époque, connu pour ses créations inspirées de l'Italie et de la Méditerranée. Peto imagine ici un jardin structuré mais extravagant, où la main de l'homme s'accorde avec la luxuriance de la nature locale. Entre 1911 et 1914, le paysage de l'île est entièrement remodelé. Chemins en courbe, rocailles, escaliers monumentaux, terrasses et surtout un jardin italien somptueux dessiné avec des allées de marbre, des haies taillées et des bassins reflets. Oui le chat, allez viens. L'originalité de Garinish, c'est aussi son climat. Protégé des vents et réchauffé par le Gulf Stream, le jardin accueille magnolias, camélias, plantes subtropicales et floraisons exotiques qui ne poussent nulle part ailleurs en Irlande. Peto intègre les vestiges locaux et ajoute des couches artistiques venues d'Italie et de France. Colonnes antiques, pavillons, statues, tout concourt à créer une atmosphère cosmopolite et apaisante. Le projet initial prévoyait la construction d'un grand manoir, mais la Première Guerre mondiale interrompt les travaux. Seule la maison du jardinier sera achevée. Malgré cette interruption, Garinish Island reste considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du Harold Peto, porté par la passion botanique de la famille Bryce. La tour Martello de Garinish Island a été construite au début du 19e siècle, en pleine époque des guerres napoléoniennes, alors que la peur d'une invasion de l'Irlande par Napoléon Ier planait sur le Royaume-Uni. Elle fait partie d'un vaste réseau de tours défensives érigées le long des côtes irlandaises et britanniques pour surveiller et défendre les accès maritimes stratégiques. Bah vas-y. C'est un escalier qui va tout en haut. J'ai un peu peur, c'est un peu serré. J'y vais. Ouais. Ok, go.
Érigée sur un point élevé de l'île, la tour permettait d'observer toute la baie de Bantry et d'alerter en cas d'approche ennemie. Son architecture typique, épaisse, circulaire, très robuste, était pensée pour résister à l'artillerie navale de l'époque, tout en offrant à la garnison une vue panoramique pour surveiller les alentours. Merci d'avoir suivi ce vlog à la découverte du sud de l'Irlande. J'espère que ces paysages verdoyants, ces falaises impressionnantes et l'ambiance unique des pubs irlandais t'ont donné envie de voyager et t'ont fait rêver depuis chez toi. Si t'as apprécié cette aventure, pense à laisser un like, t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et partager ton avis en commentaire. Quel endroit t'as le plus aimé? Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt, ciao.